L'appartement était calme. D'habitude, c'est le cas. Juste moi, un lit, un petit canapé, un réfrigérateur qui ronronne trop fort quand le chauffage se met en marche. J'ai vécu seule pendant longtemps. J'ai appris à aimer ça. Puis, mon fils est rentré de l'université pour 2 semaines seulement. C'était tout ce que ça devait être. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de voir quelque chose en moi s'éveiller. Quelque chose que je croyais avoir enfoui depuis des années. Quelque chose qui aurait dû rester enfoui. Avant de continuer, un avertissement, cette histoire aborde des thèmes adultes. Elle parle de relations familiales complexes, de deuil personnel, de limites émotionnelles et d'infidélité. Si cela vous met mal à l'aise, il est peut-être temps d'arrêter. Mais si vous choisissez de rester, voici ma vérité. Je n'en suis pas fière, mais je ne me cache plus. J'ai 44 ans. Je travaille dans le secteur de la santé depuis près de 20 ans. Je paye mes factures, je fais profil bas. Je cuisine seule, je mange seule, je dors seule. C'est comme ça depuis le départ de mon ex-mari. Je ne prétends pas que cela ne m'a pas marqué. Il m'a laissé avec bien plus qu'un mariage brisé. Il m'a laissé avec un fils, Adam Tucker. Il a 20 ans maintenant, en 2e année de fac. Vif, doux, calme, toujours en réflexion. Il ressemble beaucoup à ce que j'étais avant que la vie ne m'apprenne à me replier sur moi-même. Quand il m'a dit qu'il voulait passer les vacances de printemps avec moi, au lieu de faire la fête avec des amis ou de voyager comme les autres étudiants, je n'ai pas hésité. Mais j'aurais dû. Nous partageons une certaine complicité depuis toujours. Je trouvais ça beau, doux même, une mère et son fils qui apprécient sincèrement la compagnie l'un de l'autre. Mais ces derniers temps, je ne sais plus trop ce que c'est. Cette histoire n'est pas une excuse. Elle parle de solitude, de regret, de désirer quelque chose qu'on sait ne pas devoir désirer. Et de la façon dont le plus petit choix, comme offrir le lit à son fils plutôt que le canapé, peut bouleverser tout ce qu'on pensait maîtriser. Voici mon histoire. Ne me jugez pas avant de l'avoir entendue en entier. Ma vie a été tranquille pendant longtemps, prévisible, répétitive même. J'habite un petit appartement à l'est de la ville, au 3e étage d'un immeuble en briques qui laisse échapper la chaleur en hiver et la retient en été. Le genre d'endroit auquel on s'habitue, non pas parce qu'on l'aime, mais parce qu'il fait partie de soi. Il y a un lit, une salle de bain, et un canapé qui n'a jamais été conçu pour qu'on y dorme. La cuisine est à peine assez grande pour moi et le réfrigérateur en même temps. J'ai réorganisé l'endroit une 50aine de fois dans ma tête, mais je reviens toujours à l'état initial. C'est familier, c'est le mien. Je travaille comme administratrice à l'hôpital local. Des journées interminables, trop d'appels téléphoniques, une paperasse sans fin. Je suis bonne dans mon travail, fiable, efficace, jamais en retard. Je ne fais pas de vagues, je n'en ai jamais fait. Depuis le départ d'Hassan, je n'ai amené personne ici. 12 ans, pas même un seul rendez-vous. Hassan Carson, il avait ce rire qui remplissait la pièce. Et puis, un jour, il a disparu, comme ça. Nous étions mariés depuis presque 8 ans. Je pensais qu'on avait le temps d'arranger les choses. Je me disais que peut-être tous les couples traversent des périodes difficiles. Mais un soir, il m'a regardé et m'a dit, « Je ne peux plus ». Il a fait ses valises, il est parti, et m'a laissé tenant un enfant dans un bras et une vie brisée dans l'autre. Alors, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je me suis endurcie. Le genre d'endurcissement qui arrive discrètement, pas le genre dramatique, celui où l'on arrête de pleurer sur le lait renversé parce que, de toute façon, personne ne nous entend. On apprend à respirer profondément au milieu des allées du supermarché, à faire semblant de ne pas se sentir vide quand personne ne nous envoie de SMS pendant des jours. Mais même après le départ d'Hassan, Adam est resté mon soutien constant. Je l'ai élevé seul, sans aide, et nous sommes devenus plus proches que je ne l'aurais jamais imaginé entre une mère et son fils. On se racontait tout, de ses genoux écorchés à ses chagrins d'amour au lycée. C'était toujours moi qu'il rejoignait. On avait nos routines, les crêpes du samedi matin, les soirées cinéma les jours de pluie, assis côte à côte sous une couverture commune. Même lorsqu'il a commencé à devenir trop grand pour ça, notre lien était pur, innocent,
aimant. Du moins, c'est ce que je croyais, jusqu'à ce que ça change. Adam devait rentrer un jeudi. J'avais nettoyé l'appartement de fond en comble le week-end précédent. J'avais lavé les draps, sorti des serviettes propres, fait de la place dans le réfrigérateur pour ses plats préférés, du lait d'amande, le yaourt trop sucré qu'il adore, même s'il fait semblant de manger sainement. Mais il est arrivé 2 jours plus tôt. Il a dit qu'il avait pris un bus plus tôt parce que son dernier professeur avait annulé. J'ai ouvert la porte, et il était là, plus grand que dans mes souvenirs, plus large, sa voix plus grave, les petites rides de son visage plus marquées. Il souriait comme s'il était encore mon petit garçon. Mais quand je l'ai serré dans mes bras, j'ai senti la différence. Ce n'était plus un enfant. Il a regardé autour de lui et m'a adressé ce sourire penaud qu'il a toujours quand il ne veut pas être un fardeau. Je vais m'écrouler sur le canapé, a-t-il dit en laissant tomber son sac de sport près de la porte-poing. J'ai secoué la tête sans même réfléchir. Ne sois pas bête, c'est aussi ta maison. Je ne pouvais pas le laisser dormir sur ce canapé usé. Il se dégonfle quand on bouge et s'affaisse au milieu comme s'il s'excusait d'exister. De plus, Adam avait des problèmes de dos quand il était enfant. Je me souvenais de chaque rendez-vous, de chaque nuit tardive où il était recroquevillé de douleur. Hors de question que je le laisse dormir là, pas tant que j'avais un lit confortable et sûr. Je lui ai dit qu'on le partagerait, comme avant. Je l'ai dit en riant, j'ai essayé de rester légère. Il a ri aussi, mais son regard s'est attardé une seconde de trop. Cette première nuit, j'ai fait semblant de m'endormir avant qu'il n'éteigne la lumière. Je suis restée allongée, face au mur, écoutant sa respiration passer d'alerte à détendue. Sa jambe a effleuré la mienne l'espace d'une seconde, et mon corps s'est tendu. Je n'avais pas peur de lui, soyons clairs. Je n'étais pas mal à l'aise avec lui. J'étais mal à l'aise avec moi-même. En vérité, quelque chose clochait depuis cette nuit-là, la veille de son départ pour la fac. Je n'en ai parlé à personne, pas même à Sad, ma meilleure amie. Mais nous étions allongés sur le canapé, à regarder un vieux film des années 90. J'étais la petite cuillère, comme toujours. Son bras autour de ma taille, son souffle dans mon cou. C'était comme ça qu'on regardait toujours les films. C'était sans danger. Jusqu'à ce que je sente quelque chose dans mon dos. Il était excité. Il n'a pas bougé. Il ne s'est pas excusé. Et pire, je n'ai pas bougé non plus. Aucun de nous n'en a parlé, ni sur le moment, ni après, ni même en passant. Mais maintenant qu'il partageait à nouveau mon lit, je ne pouvais m'empêcher de m'en souvenir, ni du silence, ni de la façon dont je ne m'étais pas éloignée. J'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. Et je crois qu'au fond de moi, je savais déjà que cette pause ne se passerait pas comme je l'avais imaginé. Si vous êtes toujours avec moi, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de partager vos impressions dans les commentaires et de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. Croyez-moi, il y a tellement plus à découvrir. C'est étrange, les choses que l'esprit refuse de lâcher, peu importe le temps qui passe. Je me souviens de cette nuit comme si elle se reproduisait. Les bruits, l'odeur du pop-corn qui avait brûlé au micro-ondes parce qu'on avait été distrait, la douceur de la couverture que nous avions tous les deux jusqu'au menton pendant le générique. Il était tard, presque minuit. J'aurais dû l'envoyer dans sa chambre, mais je ne l'ai pas fait. On avait tous les deux eu une longue journée, et honnêtement, je voulais juste sa compagnie. Sa présence était apaisante. Ça me rappelait que je n'étais pas complètement seule au monde. On s'était toujours fait des câlins. C'était notre truc. C'était innocent, sécurisant. Moi devant, lui derrière, son bras nonchalamment enroulé autour de ma taille. Mais cette nuit-là, il y a eu un changement. J'ai senti cette tension indéniable qui me pressait le bas du dos. Il était excité, et il n'a pas bougé. Il ne s'est pas ajusté, il n'a même pas semblé surpris. Je me suis figée. Tout en moi s'est figé. Pas par peur, mais parce que je ne savais pas quoi faire. Je n'étais pas censée faire quoi que ce soit. Mais quelque chose a vacillé en moi. Peut-être était-ce la solitude. Peut-être était-ce la façon dont sa main effleurait lentement le creux de ma taille, presque instinctivement. Peut-être était-ce simplement mon propre corps qui me trahissait. Mais je n'ai pas reculé, je n'ai pas bougé,
je n'ai pas dit un mot. Lui non plus. Nous sommes restés allongés là, parfaitement immobiles, enveloppés de silence, la lumière de la télévision s'éteignant. Le lendemain matin, il est parti tôt pour ses cours. Il m'a embrassé sur la joue et a dit « À plus tard, maman », comme si tout allait bien, comme si rien ne s'était passé. Et je l'ai laissé faire. Je me suis dit que c'était un accident, que je l'avais imaginé, que ce n'était pas ce qu'il semblait. Mais au fond de moi, je le savais. Et pourtant, je ne disais rien. De retour au présent, dans cet appartement, dans ce lit, quelque chose avait changé d'une manière que je ne parvenais pas à expliquer. Ce n'était pas seulement son attitude, c'était l'assurance dans sa voix, la franchise de son regard quand nous parlions. Il semblait moins le garçon que j'avais élevé et plus l'homme qu'il était en train de devenir. Un soir, je l'ai regardé se brosser les dents dans le miroir de la salle de bain, et j'ai vu sa barbe de 3 jours. Ses mains semblaient plus grandes, tenant la tasse qu'il avait rincée. Je me suis surprise à le fixer trop longtemps, et je détestais ça. Il marchait différemment maintenant, avec un calme maîtrisé, comme s'il comprenait la place qu'il prenait. Il y avait des moments où je croyais l'imaginer, mais c'était saccadé, comme lorsqu'il me croisait dans la cuisine, son bras effleurant le creux de mon dos, ou comme sa main frôlait mes couvertures sans que nous prononcions un mot. C'était subtil, mais c'était là, et ça me rendait nerveuse. Un soir, la ville était silencieuse. La pluie frappait doucement à la fenêtre, un doux rythme dans ce silence. On dit des choses qu'on a trop longtemps gardées en soi. Nous étions tous les deux allongés dans le lit, face au plafond, la pièce tamisée, juste une petite lampe qui diffusait une faible lueur. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à me confier, mais je l'ai fait. Je lui ai parlé de Clémentine Howard. C'était ma meilleure amie, mon âme sœur, le genre de personne qu'on appelle au milieu de la nuit sans poser de questions. Elle était là pendant ma grossesse, elle m'a tenu la main pendant l'accouchement. Ils ont fait venir Hassan pour faire la paix. Il travaillait tard, sauf qu'il ne travaillait pas tard. Il était avec elle. J'ai découvert un message vocal qu'il était censé effacer, mais il ne l'avait pas fait. Je l'ai écouté 2 fois. Sa voix était basse, haletante, lui disant qu'elle lui avait manqué la nuit dernière. Je me souviens être restée assise par terre dans la salle de bain, le téléphone toujours à la main, l'air trop lourd pour respirer. J'ai tout raconté à Adam cette nuit-là, pas seulement les faits, la honte, la douleur, la façon dont j'ai cessé de me voir. Des mois plus tard, je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu à quel point je me blâmais, même si je savais que ce n'était pas ma faute. Il s'est tourné vers moi, et avant que je puisse détourner les yeux, ses yeux étaient rivés sur moi. « Tu ne le méritais pas, dit-il doucement. Tu mérites quelqu'un qui te voit, qui te relève tous les jours. » J'aurais dû rire, changer de sujet, mais je ne l'ai pas fait. J'étais juste là, à m'imprégner de ces mots comme d'un remède. À partir de ce moment-là, nos conversations se sont prolongées. Nous sommes restés à parler de tout, de ses rêves, de ses insécurités, d'être seul au monde et d'essayer de comprendre qui on est. Je lui ai dit des choses que je n'avais dites à personne depuis des années, et il m'a écouté, vraiment écouté. J'avais besoin de lui tous les soirs, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Mais quelque chose de dangereux se cachait dans cette proximité, quelque chose qu'aucun de nous n'a dit à voix haute. Pas encore. Cette nuit-là, la pluie ne tombait pas doucement. Elle tombait drue, comme si le ciel en avait assez de tout retenir. Les fenêtres claquaient, le tonnerre résonnait sur les murs, et pour la première fois, j'étais contente que quelqu'un d'autre soit là. Je déteste les orages depuis toujours, le bruit, l'imprévu, cette façon dont tout devient plus fragile quand les lumières vacillent. Une coupure de courant survint après 22 heures. J'étais dans la cuisine quand j'ai trébuché contre la vitre. Une seconde plus tard, j'ai entendu la voix d'Adam depuis le salon, calme mais alerte. « Tu vas bien, maman ?» Je lui ai dit que j'allais bien, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Il y avait quelque chose dans le silence après le vrombissement de l'électricité. Nous avons lu à la lueur de quelques bougies, 3 chauffe-plats sur la commode, une bougie à moitié consumée sur la table de chevet. La pièce était baignée d'une douce lueur,
des ombres dansant au plafond comme si elles essayaient de murmurer quelque chose que je ne voulais pas entendre. Je m'étais déjà changé pour aller me coucher, juste un grand t-shirt et des sous-vêtements en coton, rien d'extraordinaire. Adam avait pris une douche rapide et portait maintenant un sweat à capuche et un boxeur, les cheveux humides, la peau embuée. Nous nous sommes allongés comme nous l'avions fait toutes les nuits depuis son arrivée, côte à côte, mais cette fois, nous étions proches. L'orage avait rendu la pièce plus froide que d'habitude. Je me suis dit que c'était fini, que je devais m'éloigner. Mais je l'ai laissé poser sa main sur ma taille. Ce n'était pas hésitant ni lent, comme s'il n'était pas sûr d'en avoir le droit. Mais il l'a fait quand même. Ce ne fut ni long ni passionné, ni précipité ni brouillon. C'était calme, doux, chargé de tout ce qu'aucun de nous n'avait osé dire. Quand je me suis écartée, ma voix était plus tremblante que je ne l'aurais cru. On ne peut pas, ai-je dit, à peine capable de finir. Je suis ta. Il m'a interrompu, non pas avec un geste, mais avec des mots qui plongeaient profondément. Tu es seul, a-t-il dit. Et moi aussi. Après cela, je n'avais plus aucune défense. La pluie s'abattait plus violemment sur les fenêtres. La lumière des bougies tremblait, et nous avons bougé ensemble, lentement, silencieusement, comme si chaque mouvement risquait de faire s'effondrer la pièce autour de nous. Je ne l'ai pas arrêté. J'ai laissé faire, et quelque part au fond de moi, je savais que j'arrivais à un endroit d'où je ne pourrais plus revenir. Jamais. Le matin est arrivé comme une claque. Pas de soleil, juste un ciel gris. Le genre de gris qui s'infiltre dans vos os. Je me suis réveillée la première. Pendant une seconde, je ne me suis pas souvenu. Mon corps était lourd, chaque mouvement silencieux. Adam dormait encore. Son visage semblait doux, plus jeune d'une certaine manière. Je le regardais, et j'étais dégoûtée, mais aussi, je ne me reconnaissais plus. Je me suis glissée hors du lit comme si j'étais en feu. Je n'ai pas pris la peine de me brosser les dents, je ne me suis même pas regardée dans le miroir. Je suis allée directement à la cuisine, j'ai ouvert le robinet et je me suis aspergé le visage d'eau froide jusqu'à ce que je revienne à moi. J'ai entendu Adam remuer. La porte de la salle de bain s'est ouverte, puis refermée. L'eau coulait. Des mouvements silencieux, nonchalants, comme si rien n'avait changé. Il est entré dans la cuisine comme toujours, torse nu, calme, préparant du café. Il m'a demandé si j'aimais toujours le lait d'avoine, a ouvert le frigo, s'est mis à casser des œufs comme si c'était un matin comme les autres. Et je suis restée là, à le regarder fouetter les jaunes, à observer la souplesse de ses mains, et j'ai eu envie de crier. J'aurais voulu le secouer, lui demander s'il savait ce qu'on avait fait, s'il comprenait l'ampleur des dégâts une fois le silence rompu. Mais je n'ai rien dit. Je suis restée plantée là. Il a posé une assiette devant moi, des œufs brouillés, du pain grillé, la croûte coupée comme je le faisais pour lui quand il était petit. Je n'ai pas pu les manger. Je n'ai même pas pu croiser son regard. Avions-nous simplement fait comme si rien ne s'était passé? Avions-nous réécrit la nuit comme si c'était un rêve? Et si oui, pourquoi mon corps s'en souvenait-il encore? Cette journée s'est déroulée au ralenti. Je me suis assise sur le canapé, emmitouflée dans une couverture, même si je n'avais pas froid. Adam est sorti se promener. Il a dit qu'il voulait prendre l'air. Je n'ai pas demandé où il allait. Peu m'importait, j'avais besoin d'être seule. Dès que la porte a claqué derrière lui, j'ai attrapé mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper des mots que je ne m'étais pas autorisée à prononcer à voix haute, honte d'avoir franchi les limites avec un proche, confusion émotionnelle après une relation inappropriée, comment se remettre d'une erreur. J'ai cliqué sur des articles que je n'étais pas prête à lire, forums de psychologie, confessions anonymes. Chaque mot me collait à la peau, chaque titre criait ce que je ne pouvais pas dire. J'ai tapé un message à une thérapeute dont j'avais griffonné le nom sur une serviette 2 ans plus tôt, quand Sad m'avait supplié d'envisager une thérapie. Je ne l'avais jamais appelée, mais maintenant, je fixais son formulaire de réservation, les doigts planant sur le clavier. Que allais-je bien pouvoir dire? Comment commence-t-on une phrase pareille? Bonjour, je m'appelle Mélanie. Je suis mère célibataire. Je travaille dans le secteur de la santé. J'ai fait une erreur.
Non, ce n'était pas ça. Je crois que j'ai franchi une limite que je ne peux plus refranchir. Plus près, mais toujours pas la vérité. La vérité, c'est que je ne savais plus qui j'étais, et l'idée d'affronter quelqu'un, même quelqu'un payé pour m'écouter, me donnait envie de me réfugier. J'ai fermé l'ordinateur et me suis recroquevillée dans un coin du canapé. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je suis restée assise dans le silence. Ce même silence qui avait tout déclenché. Ce soir-là, nous n'avons pas dîné. Aucun de nous deux n'a beaucoup parlé. J'ai regardé la télévision vaciller sans me rendre compte de ce qui passait. Il s'est assis à côté de moi, mais c'était comme une confrontation, sans que nous sachions de quel côté nous étions. Et puis, sans prévenir, j'ai appelé Hassan. J'entendais des assiettes s'entrechoquer en arrière-plan, des rires, une voix de femme. Il était avec quelqu'un. C'est moi, dis-je doucement. Un silence. Mélanie, dit-il, pas méchant, mais impatient, comme si j'étais un texto qu'il ne voulait pas lire. Que veux-tu, demanda-t-il. Je ne sais pas, murmurai-je. J'avais juste besoin d'entendre une voix. Il ne répondit pas tout de suite. Puis il soupira. Ça va? Cette question stupide. J'ai failli mentir, j'ai failli dire oui, mais quelque chose en moi s'est brisé. Non, dis-je, je ne vais pas bien. J'ai fait une erreur. Il ne demanda pas de quel genre d'erreur il s'agissait. Il ne me demanda pas si j'étais blessée, effrayée ou seule. Au lieu de cela, il dit quelque chose qui me transperça les entrailles comme un couteau. Tu as toujours eu le don de créer le chaos quand le calme était trop grand. J'ai cligné des yeux. Excuse-moi. Tu te laisses submerger, tu perds le contrôle, tu t'enfonces. Je l'ai vu venir il y a longtemps. Tu refusais simplement de l'admettre. J'aurais voulu crier, me défendre, mais je n'ai pas pu, car une partie de moi le croyait. Il a raccroché une minute plus tard, disant qu'il devait partir, sans demander si j'avais besoin d'aide, sans rien proposer, me laissant là. J'ai fixé l'écran du téléphone longtemps après qu'il se soit éteint. J'avais appelé pour trouver du réconfort, mais je n'y ai trouvé que la confirmation de ce que je craignais le plus. Peut-être étais-je instable, peut-être l'avais-je été depuis le début. Quand le jour est enfin arrivé pour Adam de retourner à l'école, je n'ai pas fait son sac. Je ne l'ai pas réveillé avec un petit déjeuner chaud comme d'habitude. Je me suis assise au bord du lit, qui était le mien, et j'ai fixé le parquet, suivant le grain du regard, faisant semblant de ne pas l'entendre remonter la fermeture éclair de son sac. Il est sorti de la chambre, vêtu du sweat à capuche que je lui avais offert pour son anniversaire. Ses cheveux étaient plus longs maintenant, son visage un peu plus fatigué, mais ses yeux avaient toujours la même force qu'au lendemain de tout ça. Il ne m'a pas serré dans ses bras. Je ne l'ai pas serré non plus. C'était comme si nous comprenions tous les deux que cela pourrait à nouveau défaire les petits morceaux que nous venions de commencer à recoller. Il s'est arrêté à la porte. Il m'a regardé comme s'il voulait dire quelque chose, mais il ne l'a pas fait. Envoie-moi un message à l'atterrissage, ai-je dit, d'une voix faible et neutre. Oui, a-t-il répondu point puis il est parti, et comme ça, le silence est revenu. Je suis restée là un long moment, les mains tremblantes. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré. Adam, quoi qu'il arrive, je t'aime toujours. J'ai fixé le message jusqu'à ce que ma vue se brouille. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas, car je ne comprenais plus ce que cet amour signifiait. Et peut-être que lui non plus. Il m'a fallu 3 jours supplémentaires pour appeler. Quand Aurora Ansley a répondu, sa voix était douce, posée, ni joyeuse ni vide, juste présente. Cela m'a suffi pour continuer à parler. J'ai réservé la séance. 1 semaine plus tard, j'étais assise sur un canapé bleu pâle, une boîte de mouchoirs sur la table à côté de moi, et une femme en face de moi qui ne savait encore rien de moi. La première séance a été silencieuse. J'arrivais à peine à parler. Mais lors de la seconde, les mots ont commencé à m'échapper. Pas tous, juste les contours de ce qui s'était passé. Je n'ai pas prononcé son nom au début. J'ai juste dit que j'avais laissé quelqu'un s'approcher trop près. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas insisté. Elle a juste attendu.
J'ai continué. Je lui ai parlé de ma solitude, des nuits où j'étais assise par terre dans la cuisine à manger des céréales, du silence que j'avais pris pour de la paix, de cette façon d'être vue, vraiment vue, comme une bénédiction, jusqu'à ce que ça commence. Puis je l'ai dit, je me suis laissé voir, et ça m'a presque détruite. Son visage est resté inchangé. Elle n'a pas reculé. Elle a juste respiré, hoché la tête à nouveau et dit, « Et tu es toujours là ?» J'ai expiré, pour ce qui semblait être la première fois depuis des semaines. Parfois, l'amour se manifeste sous des formes confuses. Il s'enveloppe d'histoires, de souvenirs partagés, de douceur et de mots qu'on a envie d'entendre. Mais tous les amours ne sont pas à explorer. Toutes les intimités ne sont pas faites pour être vécues. J'ai appris quelque chose sur le fait qu'elles peuvent se déguiser en affection, et qu'un désir de connexion, s'il n'est pas maîtrisé, peut se transformer en danger. Depuis, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à cette vérité. La solitude n'est pas un vide à combler avec des corps. C'est une douleur qui a besoin d'être guérie, pas d'une distraction.